Bienvenue dans Retour à Soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Retour à Soi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une magnifique invitée avec moi, Mahadevi. Est-ce que je dis Mahadevi Tina? Non, juste Mahadevi, c'est vraiment. Juste Mahadevi, parfait, excellent. Donc bienvenue à toi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand honneur, merci de m'avoir invitée. Et je suis sûre qu'on va avoir une magnifique discussion. Oui, je suis vraiment heureuse parce que quand j'ai lu de quoi tu parles, à qui ton podcast s'adresse, je trouvais que c'était le même genre de femmes à qui je m'adresse ou de personnes même à qui je m'adresse, de femmes, d'hommes, de transgenres. Mais oui, tout à fait. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Magnifique. Juste pour vous préciser, donc Mahadevi est au Mexique. Il se peut que de temps en temps, il y ait des petites coupures dans la connexion. Ça fait partie du processus et ça n'enlève rien à la qualité, à mon avis, de la conversation. Mais comme ça, voilà, vous savez juste où on va. C'est pas votre connexion ou quoi que ce soit. Il se peut qu'il y ait des petites coupures. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, peut-être pour les personnes qui te connaissent pas encore, un peu ton parcours, qui tu es? Je sais que c'est toujours une question complexe, mais allons-y sous l'angle de ce qui t'a vraiment marqué, ce qui a marqué ton parcours pour devenir la version de toi aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Donc, je dirais que déjà, en arrivant dans cette incarnation sur la planète, dans ce corps, j'étais dédiée à un parcours peu commun, je dirais, par rapport à ma relation avec le spirituel, l'esprit. J'avais déjà ces portes-là assez ouvertes en moi. Je me rappelais de mes anciennes vies, on me disait que c'était pas vrai. Puis j'avais aussi beaucoup de violence dans ma famille, plein de toutes les sortes d'abus, je dirais, qui étaient présents. Alors tout ça, ça m'a fait vouloir me connecter à quelque chose de plus essentiel que qu'est-ce qui était dans mon environnement proche, dans ma famille. Et puis j'avais une grande connexion avec la nature. Puis je cherchais la spiritualité, la communauté spirituelle que j'ai été voir à l'église quand j'étais toute petite. Puis je me rendais toute seule à l'église, puis ça ne m'a pas aidée. Mais bon, alors ça a continué. Puis à l'adolescence, à 11 ans, je me souviens que j'ai commencé à consommer des livres de méditation. À 14 ans, j'ai trouvé le tantra. Et puis j'ai commencé à étudier le yoga à l'adolescence. J'ai continué ce parcours. J'ai visité l'Inde peut-être, je pense que c'est 6 fois. Puis, j'ai vraiment évolué au niveau de la guérison éventuellement. Ça a été beaucoup de guérison. Parce qu'au début, j'étais dans le yoga vraiment pour être dans la présence, pour atteindre des niveaux de conscience élevés. À un moment donné, j'ai vu que j'avais atteint une stabilité intérieure, extérieure, une famille, tout était beau. Et puis, un travail, j'étais bien. J'étais professeure de yoga, de danse, ça fonctionnait. Et puis, j'ai finalement ouvert la porte à la guérison et j'ai eu une activation de Kundalini qui était très forte ça a duré, là, je dirais, 2 semaines, puis après, des mois d'intégration, mais 2 semaines à perdre mes repères. Puis, en même temps, vu que j'étudiais le yoga depuis longtemps, puis j'étais professeure de yoga, j'avais fait différentes formations de yoga, professeure de yoga diplômée de presque 1000 heures de yoga, là. Donc, j'avais une idée de ce qu'était la Kundalini quand même. Mais quand tu es dedans, c'est différent que l'idée. Complètement. Donc, ça m'a ouvert. Ça m'a ouvert beaucoup. Je dirais que moi, j'avais des gros blocages au niveau sexuel à cause des abus sexuels. Puis, j'ai
J'ai toujours voulu ouvrir ce portail-là. Je trouvais que c'était très important. Je sentais l'importance de ça. C'est pour ça que j'étais devenue tantrika à l'adolescence. Puis que j'étais en même temps très réservée. Je suis pas une tantrika. Des fois, on pense tantrika, c'est libre, c'est libertin, mais non, c'est pas mon cas. Donc, mon utérus a commencé à me parler suite à ça. Et ma Kundalini, elle s'est activée à travers mon énergie et puis aussi la nature. C'est comme si j'étais plus en connexion à travers les éléments et tout ça. Comme la vie est devenue tout à coup beaucoup plus chamanique, beaucoup plus mystique. Même si je me considérais mystique avant par cette connexion que j'avais, mais là, ça s'est amplifié et clarifié aussi par rapport à mon chemin. Alors, j'ai vu que j'avais besoin de mettre tous mes outils ensemble pour offrir qu'est-ce que moi j'étais venue apporter, qui était le tantra, la danse et le yoga. Puis ça devait devenir une chose. Puis c'est ça que j'attendais, on dirait, depuis comme 20 ans ou 30 ans, ou je sais plus combien ça faisait d'années à ce moment-là, mais ça faisait plein de sens pour moi. Puis j'avais des jeunes enfants, alors je voulais la simplicité parce que ça faisait beaucoup d'offres. Et puis, ce qui est arrivé à suite de ça, c'est que j'avais déjà fait des études là au niveau du tantra, j'avais eu différents enseignants, des gourous, et je suis une étudiante éternelle. Et puis, ensuite de ça, j'ai vu que j'avais besoin de travailler au niveau de la business. Quand j'ai comme décidé de me prendre au sérieux au niveau de cette business du tantra, de devenir mon propre produit, de vraiment incarner ceci, j'ai vu que cet archétype-là n'était pas développé en moi, puis que ça me faisait peur. Alors, je suis allée dans une autre direction de guérison, si on veut. Puis, j'ai reçu le nom Mahadevi. Donc, j'ai encore gardé Tina Defa, qui est mon nom de naissance, mais je me nomme Mahadevi parce qu'elle me dit clairement que c'était ça qui se passait, malgré que j'avais des résistances. Je n'avais plus le choix. J'avais un choix parce que c'est un choix qui s'est fait il y a longtemps, là. Mais c'est ça. C'était rendu là pour pouvoir offrir d'une façon plus impersonnelle aussi, pouvoir être un canal plus clair. Parce que comme je travaille avec l'énergie sexuelle quand même si le tantra n'est pas nécessairement ça, moi, ma mission de vie est vraiment connectée justement à l'énergie sexuelle puis à la spiritualité dans le sensuel, dans le corps. Donc vraiment habiter son temple. Et pour soi, c'est vraiment une relation avec soi avant tout. Donc, ouais, je te dirais, voilà mon introduction pour aujourd'hui. Incroyable parcours, puis vraiment particulier aussi d'avoir plongé si tôt par toi-même. C'est comme si c'était cette mission qui était déjà là pour toi en fait depuis toujours. Et à travers ton histoire, il y a une chose quand même que j'aimerais peut-être évoquer, parce que tu dis que ton contexte familial était vraiment violent et difficile, et que donc tu partais dans la spiritualité. Est-ce qu'au début, tu as vraiment vécu un peu comme ce qu'on appelle le spiritual bypass, tu sais, à vouloir partir au final, fuir la réalité, comme on voit beaucoup de gens faire, au lieu d'être vraiment comme le tantra l'apprend, à être vraiment dans le corps? Oui, puis même si j'étais déjà une tantrika, j'étudiais le tantra depuis vraiment longtemps avant de finalement rentrer dans la guérison. Parce que tu peux être une tantrika puis explorer sans aller tu peux faire du bypassing et il n'y a pas de mal à ça. Parce que moi, je savais que j'étais pas prête. Je savais que c'est ça, qu'il y avait des zones que j'étais pas prête, puis j'en ai sûrement encore. On a toujours des angles morts, on a toujours des endroits qu'on peut pas voir, puis c'est pour ça que l'accompagnement, ça fait du bien aussi. Pas juste pour se faire aider dans la guérison, mais aussi se faire refléter les belles personnes qu'on est, puis qu'on devient, puis que, tu sais, comme la vie va bien, souvent l'accompagnement, c'est ça qu'on apporte dans un accompagnement, c'est comme c'était déjà à une belle place, là, puis de s'honorer, de se célébrer. Donc, je pense que pour moi, c'est comme j'ai vraiment aucun regret ou aucune. C'est pas comme j'étais dans le bypassing toutes ces années. C'était à un moment donné, j'ai été prête à plonger là. Puis à un moment donné, je vais être prête à plonger ailleurs, tu sais. Mais oui, j'avais effectivement fait du bypassing, comme on appelle. Mmh. Oui, ça se fait par étapes et je pense que c'est tout à fait, notre corps est tellement intelligent et on sait et on a ce chemin qui fait qu'on est prêt. Je pense qu'il faut pas essayer de forcer, quoi que ce soit. Et quand tu parles de guérison, est-ce que ça a été vraiment pour toi, comment ça s'est présenté à toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'accompagne pour vraiment aller
explorer et vraiment aller dans ce qu'on appelle parfois la nuit noire aussi de l'âme? Est-ce que c'est de voir ce qui est présent à l'intérieur de toi? C'est quoi pour toi Ben, réellement? ça passe par différents outils. Je te dirais que j'ai utilisé au début le le psychédélique assisté. Donc, vraiment, une grosse dose, une fois, puis après 2 ans plus tard, une autre grosse dose, tu sais, mais assistée avec quelqu'un qui m'assistait. Puis à travers ça, j'ai eu des gens qui m'ont accompagnée, j'ai eu des mentors, j'ai eu, mon propre chemin. C'est ça le plus important quand même parce qu'on peut être addict au cours de yoga, on peut être addict au mentor, mais c'est vraiment de cultiver une pratique de méditation personnelle, une pratique de yoga personnelle, une pratique de qigong personnel, quoi que ce soit, de danse, de aller dans la nature à tous les jours, tu sais. On a toutes nos façons de connecter avec notre centre puis notre vérité. Alors, ça, c'est super important aussi dans le chemin de guérison. Ça, j'avais déjà ça de bien établi, comme j'avais pratiqué le yoga, la méditation depuis quand même 20 ans avant que tout le chemin de guérison commence pour moi. Ouais, ça me supporte énormément dans mon quotidien. Oui, puis c'est essentiel de garder, je pense, ce pilier, cette stabilité aussi à travers toutes les fluctuations de ce que peut amener justement ce chemin de guérison. Et tu parles de la sexualité qui pour moi est une énorme thématique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent aussi ce podcast, qui vivent je sais pas exactement comment l'appeler, mais un peu cette ombre aussi par rapport à la sexualité, ces non-dits, ce malheur en fait qu'on voit énormément dans la société. Et donc pour toi, ça a été quoi le chemin vraiment de reconnexion à ta sexualité, si justement il y a eu l'abus et je partage ça aussi au-delà à travers ton histoire, mais comment d'autres personnes peuvent vraiment commencer à aller explorer ça dans leur quotidien, des personnes qui écouteraient cet épisode. Mais comme je dis souvent, premièrement, c'est en cognant à la porte elle va s'ouvrir. Continue de cogner à la porte. Et puis après, ben, c'est certain que d'avoir de l'accompagnement ou des groupes ou, tu sais, de pas être toute seule là-dedans, c'est quand même essentiel aussi parce que ça avance beaucoup plus vite ensemble. C'est incroyablement plus rapide parce qu'on est puissant ensemble. On est humains, on n'est pas des atomes seuls, libres, là. On est ensemble, on fait partie de la création, puis on aide la guérison. Tu sais, c'est comme on se supporte un l'autre. Puis, je te dirais que ça passe aussi par la détente. On parle souvent, puis en plus, ces temps-ci, on parle beaucoup du système nerveux, de vraiment réguler le système nerveux parce qu'on a les portes, on dirait qu'il y a la Kundalini universelle qui est très active, le féminin sacré qui est dans le tapis, puis on est comme, ah, on avance. Mais des fois, ça fait des grands éveils. Et notre système nerveux se dérégule. Et moi, j'ai vécu ça aussi. Alors, je me suis accompagnée énormément avec les exercices taoïstes à ce niveau-là. Mais c'est vraiment beaucoup de détente pour pouvoir ouvrir. Puis quand on détend, et qu'on apprend aussi à circuler l'énergie d'une façon saine, qui vient nourrir les différents organes, les différentes hormones, qui viennent harmoniser, ben, on a un éveil harmonieux. Puis alors, on a des cycles harmonieux, on a des menstruations harmonieuses, on a la ménopause qui devient harmonieuse aussi parce que je suis à partir d'avril, je vais être vraiment officiellement ménopausée. Alors, j'ai vécu tout un cycle, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans la préménopause. Puis, j'ai vu comment ça m'aide. Ça m'aide, ces pratiques de taoïsme, de tantrika, ça m'aide à circuler l'énergie, à nourrir aussi ma sexualité d'une façon saine, même si quand j'ai pas de partenaire, parce que, honnêtement, dans les derniers 6 ans, j'ai été, je pense, plus souvent célibataire qu'avec des partenaires. Alors, oui, c'est ça. Voilà comment que, pour moi, c'est comme ça qu'on ouvre notre sexualité. Avec beaucoup d'accueil. Beaucoup d'accueil. Beaucoup d'accueil et par moment, j'avais travaillé justement avec quelqu'un par rapport à ça, où je disais, ben, en fait, je pense que c'est même plus facile. Moi, je suis mariée depuis 18, 19 ans et je trouve ça plus facile d'aller faire mon exploration seule parce qu'il y a la relation avec l'autre qui rajoute. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une guérison seule qui parfois est plus. Tu sais, moi, j'ai très très fort été dans le good girl conditioning, tu vois, donc faire plaisir à l'autre. Et donc, parfois, cette exploration peut être intéressante à faire toute seule, justement. Tu sais, tu parles, par exemple, des pratiques taoïstes.
Donc moi, ça c'est une voie que je connais pas du tout, donc je serais intéressée à savoir ça ressemble à quoi. Et j'imagine que c'est très vaste comme sujet, mais quand tu parles de pratique, ça pourrait ressembler à quoi concrètement? Oui, oui, c'est très concret aussi. C'est des méditations, dans le fond, qui aident vraiment à réguler le système nerveux, mais qui aident aussi à faire circuler cette énergie sexuelle à travers les différents organes, donc les hormones qui s'harmonisent. Puis, c'est extrêmement nourrissant. Ça garde, je te dirais, ça garde ta sexualité détendue, ouverte et juicy. C'est le mot, excuse-moi, en français, je n'arrive pas, tu sais, juteuse, je trouve pas ça beau. Donc, je trouve que ces techniques-là, taoïstes, avec, tu sais, l'œuf de yoni, ça vient beaucoup des techniques taoïstes, de reconnexion, de circulation de l'énergie sexuelle. Tu sais, on l'appelle aussi ça le qigong sexuel. Puis ça peut être vraiment des pratiques de 10 minutes par jour. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement long parce que des fois, c'est ça, on n'a pas toujours le temps, évidemment. Puis on a déjà des pratiques, mais ceux-là, c'est ça, ça s'intègre bien au yoga, à la méditation. C'est des visualisations, beaucoup de visualisations et de ressentis. Est-ce que par exemple la méditation je la connais en anglais, microcosmique ou micro-orbital, tu sais où tu fais, ça ferait partie de ce genre de pratique? Oui, 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 c'est tout à fait là, une panachée. Là. Ça, c'est au cœur des pratiques taoïstes. Ça vient de là. Ça vient de là, la méditation microcosmique. Ok, ouais, c'est ça. Et donc travailler avec le fioni et faire circuler cette énergie après, en passant pour celles qui écoutent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais appris. L'œuf, on veut pas le garder toute la journée en soi, d'accord? Moi, c'est plus des exercices, des pratiques ciblées à aller faire avec. Je sais pas quelle est ta perspective par rapport à ça. Oui, je suis d'accord. Mais parfois, il y en a qui, voilà, veulent. Oui, c'est ça, hein, ok. Donc, de vraiment le faire de façon intentionnelle, respirer pendant 10 minutes et faire la respiration microcosmique. Donc, vraiment amener l'énergie dans le dos jusqu'à la couronne de la tête, puis la redescendre vers l'avant. Et donc, petit à petit, au lieu que ce soit très localisé, en fait. Et c'est très intéressant parce que moi, je vais arriver dans cette période-là aussi de périménopause, ménopause. Et donc, ça donne, je pense, énormément d'espoir pour les femmes parce qu'on voit tellement la ménopause comme presque comme la fin de la vie d'une femme. Vraiment. Est-ce que tu as quelque chose à nous Oui, partager par oui, je suis rapport à vraiment ça? contente qu'on l'aborde parce que c'est comme si j'avais pas encore trouvé le tunnel pour l'apporter qui est assez puissant puis que les femmes comprennent. J'ai pas pris le temps, en fait, c'est de vraiment me poser, mais ça fait des années qu'il y a une partie de moi qui sent vraiment ça comme une mission aussi d'apporter aux femmes, surtout que j'ai comme passé à travers cette préménopause-là d'une façon assez très harmonieuse, puis je vois que c'est directement lié. Alors, c'est vraiment une belle façon d'entretenir sa féminité, puis sa connexion avec sa sexualité, sa spiritualité. Oui. Oui, donc c'est vraiment les suggestions, c'est vraiment de ralentir, de faire ces méditations, de travailler en solo avec cette énergie sexuelle et de la faire circuler, et que ça, en soi, peut vraiment nous faire traverser, donc avoir un impact aussi au niveau hormonal, j'imagine? Oui, c'est ça, exactement. C'est comme quand on rentre dans l'énergie sexuelle à travers, on passe à travers les ovaires, à travers l'utérus, à travers la yoni, on vient vraiment chercher la vitalité primale de notre être. C'est comme le cœur de la terre. Tu sais, c'est comme la base ici là, c'est le cœur de la terre. C'est vraiment puissant. Puis c'est chaud et ça nourrit énormément. Donc on prend cette énergie-là puis on apprend à venir nourrir les autres organes, les autres donc les hormones qui en découlent. Et puis c'est comme si chaque hormone s'informe s'informent l'une l'autre pour pouvoir justement être harmonieuse. Alors, c'est comme venir faire un sourire intérieur à tout ton programme, à toute ta technologie sacrée intérieure. Et il y a vraiment une magie qui se passe. Il y a vraiment une fontaine de jouvence qui se met à circuler avec le temps, avec la pratique. C'est sûr que ça demande une pratique régulière. C'est des petites pratiques, mais ça demande quand même une pratique quotidienne, je dirais, ou presque quotidienne.
Ouais, et puis je pense qu'on vit tellement dans le masculin, dans le mental. Même moi, c'est un travail. J'ai très très fort été dans le masculin. Et hier, en cuisinant, par exemple, je sentais que j'avais la journée en moi, puis j'étais très comme mental. Et je dis, ok, mets de la musique. Puis je sais que toi, ça fait vraiment partie aussi de ton expérience. C'est la danse, c'est le mouvement, et de vraiment revenir dans ce féminin. Et donc, je mets de la musique, danser doucement, respirer profondément, faire des sons. Et hop, directement, l'énergie circule complètement différemment. On sent que, hop, on bascule vraiment dans le féminin. Toi, c'est vraiment un de tes outils, je pense, central, la danse? Oui, 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 oui. Puis là, je viens de terminer un entraînement de Kundalini Activation avec une professeure qui vient surtout du tantrisme, mais qui a comme reçu, si on veut, cette initiation à travers Inner Dance, que ça s'appelle. Je te dirais que vu que ma Kundalini est vraiment réveillée, c'est quelque chose que je comprends très bien et que j'utilisais déjà, mais là, c'est tellement intéressant ce que ça vient produire parce que c'est une activation par le mouvement, souvent des petits mouvements ou de la méditation, mais pour moi, ça devient vraiment une expérience en tout mon corps avec la danse et c'est déjà quelque chose que je faisais. Alors oui, à travers la danse, le mouvement intentionnel aussi, on connecte avec la nature, avec les élémentaux, avec la terre, l'eau en soi, le mouvement, le son aussi qui nous permet d'ouvrir la gorge qui est connectée avec notre sexualité, avec notre palais sexuel qu'on appelle en taoïsme. Donc tout ça, c'est comme, ça permet de rentrer dans notre féminin, dans le flow aussi, tu sais, la musique, la danse, ça nous permet de rentrer dans un peu plus comme le moment, tu sais, l'être, sans être tout le temps dans notre, quand on parle du masculin, tu sais, on parle d'être linéaire, d'aller du point A au B. Puis c'est très important, mais aussi c'est important aussi, ça nous fait tellement du bien. Puis là, c'est nourrissant de rentrer dans l'être et de mettre de la musique pendant qu'on fait à manger, puis de vraiment... Il y a un mot que je me dis aussi beaucoup ces temps-ci, c'est comme du slang dans le fond, mais c'est je me tripe, c'est se triper, tu sais, c'est comme je me tripe. Puis ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup partie de mon travail d'apprendre aux femmes à reconnecter à cet éros aussi. C'est comme un éros innocent qui touche à l'enfant intérieur. Tu sais. C'est comme reconnecter avec l'innocence de l'érotisme. Que l'érotisme, c'est juste comme vouloir connecter avec la vie, puis se sentir en sécurité pour jouir de la vie, pour profiter, tu sais, avoir du plaisir. C'est très connecté avec notre sexualité. Donc, ça passe par là aussi. Pour beaucoup de femmes, sont pas prêtes encore à être sexuelles avec quelqu'un ou même avec elles-mêmes, mais on vient adoucir, puis on vient rentrer un peu plus de la notion du plaisir, du ressenti. Puis éventuellement, naturellement, c'est comme, ben là, je suis en sécurité pour explorer un petit peu plus loin. Puis ça se fait tranquillement comme ça, mais ça se fait. Le chemin se fait quand même très vite. Je te dirais qu'on est dans une année que je sens euh, vraiment évolutive au niveau sexuel. Oui, c'est ça. Je le vois tout autour de moi, puis toi aussi, je pense que tu le vois, tu le ressens. C'est comme si, en fait, tu vois, dans ce que tu me dis, ce qui me vient pour moi, c'est tu parlais de sécuritaire. Et ce dont je me rends compte, pour d'autres femmes avec qui j'ai pu discuter, et je pense que c'était une réalité pour moi aussi, c'est qu'on ne sait pas quoi faire du désir de l'autre. Le désir de l'autre est un danger pour nous. Et donc, c'est comme si on s'était déconnecté du coup de cet éros et de cette sensualité. Et c'est très paradoxal parce qu'en même temps, chez beaucoup de femmes, si je parle pour moi, en tout cas, il y a ce besoin de plaire. Mais en même temps, si je suis trop connectée au corps et à cette sensualité, il va y avoir le désir de l'autre dont je ne sais pas quoi faire. Et donc, c'est pas sécuritaire pour moi. Alors, est-ce que c'est avec tout ce qui se passe, avec le mouvement MeToo, la grande question par rapport au masculin aussi, que les femmes commencent petit à petit à peut-être oser reconnecter avec ça? Je sais pas. C'est sûr, c'est que c'est toujours une belle danse entre le masculin et le féminin en soi. C'est l'être et le faire, d'avoir des objectifs qui sont super importants aussi. Je te dirais que naturellement, un être féminin, que ce soit un homme ou une femme, qui est d'habitude, c'est plus les femmes biologiquement, on est plus féminine, mais tu sais, des fois, des couples femmes, il y en a une qui est plus féminine que l'autre. En fait, tout le temps. Parce que comme j'ai été élevée par deux femmes aussi. J'ai connu panoplie de couples femmes. Puis encore aujourd'hui. Puis c'est ça, donc tant qu'on est dans notre essence, quand pour nous, là, pour savoir si tu es d'essence féminine, imagine si tu as une sexualité, est-ce que tu aimes te laisser couler dans ton plaisir
ou t'aimes mieux donner du plaisir à l'autre? C'est comme être l'architecte ou c'est comme placer les choses pour donner du plaisir, puis ça te fait triper que l'autre tripe. Fait que ça, c'est un masculin. Le masculin est comme, il aime ça, être en contrôle d'une façon, mais c'est pour ça qu'on dit que le masculin, c'est la sécurité. C'est comme l'environnement sécuritaire pour que toi, tu fondes, tu sais. Toi, que tu te, puis se fondre, ça laisse place à beaucoup de vitalité, beaucoup de mouvement aussi. Et beaucoup de notre femme sauvage, on a besoin de cette sécurité-là pour rentrer dans une sexualité qui est plus pleine. Puis souvent, tous les conditionnements au niveau de la sexualité qu'on reçoit, en fait, pas mal tous les conditionnements, ça vient d'une sexualité masculine, qui est directionnelle, qu'on veut atteindre l'orgasme rapidement. Parce que ça représente qu'on est une femme efficace sexuellement. Alors qu'une sexualité pleine n'est pas nécessairement vers l'orgasme. Puis même au niveau du tantrisme, puis je le comprends, c'est le fun d'être orgasmique. Tu sais, c'est beau être orgasmique, mais devenir vraiment orgasmique, on se rend compte que c'est pas une fin en soi. C'est une respiration. C'est comme si tu jouis plus de chaque moment. Puis rentrer dans une intimité féminine, c'est vraiment rentrer dans ralentir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Puis de l'intimité, dans le fond, c'est une rencontre. C'est pas nécessairement d'aller quelque part ensemble, c'est d'être ensemble. Puis ça sert beaucoup aussi aux femmes et aux hommes, parce que les hommes aussi, en vieillissant, ils rencontrent que finalement, c'est moins facile d'avoir une érection, que c'est moins important, tu sais, puis qu'ils veulent peut-être moins éjaculer parce qu'ils sentent une répercussion en vieillissant, tu sais, de l'éjaculation par rapport à leur énergie vitale. Alors, rentrer dans une sexualité plus yin, plus féminine, ça permet aux deux de se rencontrer puis de vraiment s'accueillir. Puis des fois, ça va être à travers des petits rituels. Puis ça, c'est pour ça aussi que je suis là. Je suis très... J'aime beaucoup les petits rituels de couple pour ouvrir des portes différentes dans la sexualité. Là, je me suis peut-être un peu écartée dans la question du début. C'est parfait, mais c'est tellement important. C'est le ralentir, en fait. Et tu vois, quand tu disais au début, vous avez plus une sexualité où vous êtes plus dans l'énergie féminine, si vous préférez vraiment fondre. Je pense que beaucoup de femmes ne savent pas que c'est ce dont elles rêvent, mais il y a tellement de traumas, il faut que je gère, c'est comme les germaines qu'on appelle au Québec. Je gère, je mène, et donc il faut que je satisfasse l'autre, et j'ai vraiment eu cette prise de conscience, moi, dans un hug que j'avais fait avec un homme dans une formation. Et dans ma tête, je m'étais toujours dit, il va partir, il va partir, il va partir. Mon système nerveux était toujours là, il y a personne vraiment qui est là. Et en fait, il est resté sans aucune attente. Et j'ai vraiment senti mon corps fondre et la prise de conscience de, j'ai tellement de traumas autour de ça. Et en fait, c'est ce dont mon corps rêve. Et donc, c'est toute l'exploration dont tu parles aussi, peut-être d'apprendre à ralentir. Alors, est-ce que tu aurais, par exemple, quand tu parles des rituels que t'aimes, est-ce que tu aurais un rituel à partager, justement, qu'on peut faire avec notre partenaire? Ben, tout simplement, j'ai deux choses que j'ai envie de t'apporter. Une petite pratique personnelle, puis après qu'on peut adopter avec le partenaire. Mais aussi le rituel, c'est vraiment de prendre un temps. Tu sais, c'est comme de se donner un temps. Parce que souvent, on fait l'amour, puis c'est pas planifié, puis on pense que c'est bien, oui, tu sais, c'est spontané, on veut que ce soit spontané pour être dans l'animal et tout ça, mais c'est vraiment intéressant de prendre un moment dédié comme une pratique d'intimité, puis de pas avoir de but d'atteindre l'orgasme. C'est de vraiment rentrer, on va se donner une pratique aujourd'hui, on va se prendre 1 heure, 2 heures, puis plus si vous avez le temps, de se faire peut-être un petit cacao cérémoniel, de se faire une petite tisane de lotus bleu ou quelque chose qui va te permettre de rentrer dans le moment puis d'ouvrir le cœur, puis la sexualité aussi, dans les sens. La sensualité, je devrais dire. Et puis, justement, de se permettre de se regarder dans les yeux, d'être un peu en silence ensemble et puis de peut-être laisser émerger, lorsqu'on est en présence, une question ou quelque chose qu'on a envie de vivre ensemble, de laisser émerger le moment. Qu'est-ce qu'on a envie, où est-ce qu'on veut connecter en ce moment. Donc, c'est sûr que dans dans des accompagnements, c'est des choses aussi que je fais, puis on développe des rituels qui sont adaptés à chaque personne puis chaque couple. Mais ça, c'est une belle entrée en matière, je te dirais, qui fait vraiment beaucoup de bien. Et puis, pour une pratique personnelle, quand tu es dans une pratique de
de plaisir avec toi-même, juste dans une pratique de yoga où est-ce que tu ouvres tes hanches, puis que là, tu sens de la résistance, ou pour t'aider, juste pour t'aider à te fondre justement dans ta féminité, c'est de te rappeler le mot sécurité. Simplement. De, tu sais, sécurité, 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 sécurité. Juste ça, moi, je me le dis, puis c'est comme, oh my God, je rentre dans la terre un petit peu plus. Tu sais, c'est sécurité, sécurité. Mes épaules se détendent. C'est ça. Ça fonctionne. Quand j'ai envie de partager aussi, Ah, j'adore. j'ai envie Ouais. de te partager quand j'ai eu un de mes grands éveils au niveau de ma sexualité. La Kundalini était vraiment en train de travailler mon deuxième chakra. Puis, le mot le plus puissant que j'ai reçu peut-être dans toute ma vie, c'était justement relâcher, 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 relâcher. Parce qu'on on se tient tellement qu'on reçoit pas. Parce qu'on est pris, on est comme, on se retient, fait qu'on reçoit pas. Ça demande à détendre pour recevoir énergétiquement. Tu sais. Ouais. Ah, j'adore. Juste entendre les mots déjà, ça me. Et puis comme une de mes profs disait aussi, on nous a tellement appris en tant que femme à rentrer le ventre. Tu vois, il faut avoir le ventre plat, il faut. Et elle dit c'est ça, c'est le deuxième chakra. Il faut qu'il y ait. C'est ça que ça respire, que ce soit vivant, que ce soit réceptif. Et on nous a appris tout le contraire. Ah, tellement, là. Puis moi, j'ai fait ça longtemps, 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 là. Je pense que c'est juste dans les dernières 5 ans que j'ai arrêté de tenir mon ventre. Puis tu sais, je vais vous montrer mon ventre, là. Ça va, hein? Puis je le retiens pas, là. Tu sais, genre, c'est correct d'avoir un petit peu de forme, là. Hein? On s'entend, puis c'est comme d'avoir un peu... Moi, j'en ai pas beaucoup de ventre naturel. Mon utérus est en arrière. Tu sais, c'est pour ça qu'on a un ventre aussi. Des fois, notre utérus est en avant. Puis moi, j'ai pas nécessairement la chance Oh de l'avoir en arrière parce que quand j'ai accouché, ça fait beaucoup plus mal. C'est beaucoup plus dans le dos, là, tu sais. mon Dieu, je ne savais pas. Donc, tu sais, Je savais pas. Puis ma gynécologue dit toujours qu'on l'utérus est tellement vers l'arrière et j'ai le ventre très plat de nature. ouais. Mais je savais pas que c'était lié à Oui, ça. C'est oui. incroyable. J'apprends quelque chose. Puis, est-ce que tu as accouché? Toi, tu as des enfants? Ah oui, oui, j'ai accouché. C'était long. C'était long. C'était Est-ce que, est-ce difficile. que, est-ce que tu pouvais être sur le dos? Oui, j'ai pu être sur le OK. dos. J'ai pu Moi, être je sur le pouvais dos. pas. Mais c'était très long Moi, et je ça, pouvais pas. ouais. Ça Pourquoi toi faisait trop non? mal sur le dos. Non? Ouais. C'est comme si, à cause que mon utérus, on m'avait dit, ben, ton utérus est tellement derrière que c'est impossible. C'est comme il n'y a pas de place parce que j'ai besoin de travailler avec mon dos aussi, là. Tu sais. Fait que pour moi, j'étais accroupie. Tellement mieux. Bah oui. Puis c'était pas plus long, là. C'était pas plus long. Moi, ça a été très rapide. C'était très rapide. Les femmes qui ont une utérus derrière, OK. Mais parce que ça t'avais veut pas dire que c'est plus long, mais c'est douloureux, pareil, dans le dos, parce que c'est ça, t'as comme, tu sais, c'est quand même sensible, la colonne vertébrale. mais donc observer, c'est ça, si jamais vous êtes dans la retenue au niveau du ventre, une des premières choses, ce serait de commencer à respirer et Ouais, ouais. relâcher et commencer à détendre aussi de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a 2 choses que j'aimerais vraiment aborder avec toi. Il y a encore l'aspect de la polarité qui, pour moi, quand même, dans un couple il y a vraiment, cette notion qui a très fort été chamboulée. Et je pense que beaucoup de gens ont perdu leurs repères. Mhm. Et donc, il y a cette sorte de déséquilibre dans les couples et aussi explorer les chakras. Hein. Je pense que évidemment, tu travailles énormément avec ça. Et cette énergie sexuelle dont tu me parlais, que tu peux ressentir dans vraiment chacun de tes centres énergétiques, parle-moi de ça. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, pour la polarité, tu sais, la polarité, c'est la base, finalement, de l'énergie. C'est avec cette polarité qu'on crée la vie. Tu sais, le masculin, le féminin, ça crée la vie. Alors, c'est super important de trouver un équilibre dans la rencontre sexuelle avec ça. Puis des fois, on change de polarité, c'est un jeu, c'est le fun. Mais c'est intéressant de trouver où est-ce que nous, on est plus confortable pour pouvoir s'accompagner à trouver nos zones de confort là-dedans. Tu sais, parce que souvent, on est avec quelqu'un qui est dans la polarité, si on veut, différente, ou tu sais, qui est l'autre côté de la polarité, parce qu'une polarité, c'est une chose, mais qu'il y a comme deux polarités à la polarité. Mais bon. Alors, c'est intéressant de travailler avec la polarité parce que naturellement, on tend à être plus féminine sexuellement, ça c'est certain, puis ou plus masculine.
Alors, c'est intéressant de voir qui on est dans ce couple pour pouvoir s'accompagner. Parce que souvent, on veut faire les deux tout le temps. Puis ça fonctionne pas. Ça se répulse. Alors, c'est important de venir se pénétrer, s'entrepénétrer pour avoir une sexualité satisfaisante. Puis ça, c'est énergétique, là, quand on parle de pénétration, mais on commence par là, tu sais, au moins. Et puis, ben, c'est ça, à travers savoir se connaître au niveau de la polarité, ça permet une rencontre qui est plus satisfaisante de savoir donner, parce que là, je te donne, je suis pas en train de recevoir, c'est correct, tu sais. J'aime ça te donner, tu sais. Puis là, toi, tu peux recevoir pleinement parce que t'as pas à me donner en ce moment. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être des pratiques comme ça de se dire au début, j'ai vraiment envie de rentrer dans mon yin aujourd'hui. Puis ça peut être le masculin, des fois, qui nomme ça, qui a envie, qui a besoin d'entrer dans son yin, de recevoir. Puis ça peut être le féminin, justement. Tu sais, on est des êtres entiers. Ben, on peut travailler, jouer avec les polarités. Je te dirais que là, j'ai parlé de sexualité, mais en même temps, ça se retrouve dans un équilibre quotidien. Comme tu as nommé tout à l'heure, on est beaucoup drivé dans notre yang, dans notre société, et c'est normal. Mais là, on arrive à un moment où est-ce qu'on a un besoin. Le féminin sacré est en émergence en ce moment dans l'univers. Là, pour moi, ça a l'air plus loin que la planète. Mais bon, il y a vraiment une ressurgissance de ce féminin sacré-là. Donc, on a besoin de faire un peu plus de place. En même temps, on switch pas là, de jour au lendemain. On est habitué de travailler avec le yang pour accomplir des projets. Et c'est beau, mais tranquillement, je te dirais qu'il y a quelques femmes, je vois dans notre entourage, qui commencent à réaliser qu'est-ce que c'est le magnétisme féminin par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Tu sais, aussi, c'est comme on crée, le féminin n'a pas besoin d'être masculine pour faire de l'argent, mais moi aussi, je suis en train d'apprendre cette notion-là, puis je trouve ça super intéressant. Mais c'est ça, on a à travailler avec les polarités pour comprendre comment naviguer, comment créer notre vie. Ouais, complètement. Et si je peux juste donner un exemple aussi concret au-delà de ça, dans le couple, avec la révolution féminine, magnifique, heureusement qu'elle a eu lieu. Je pense que donc les femmes sont très fortes dans le faire, dans le yang, ont perdu un peu ce mode réceptif. Et en même temps, le masculin, si je prends mon mari, lui est dans le côté aussi yin, doux, pas vouloir justement blesser. Et donc moi, par exemple, je vois des mots comme soumission, dévotion. Non, c'était plus dévotion. Très, très difficile pour moi. Ça me crée j'ai vraiment mis du temps à me réapproprier. Comment est-ce qu'on peut être en dévotion par rapport à l'autre? Parce que pour moi, il y a trop de trauma par rapport à ça. Et donc, ça a été une réappropriation. Parce que si j'arrive pas à le faire dans mon couple, j'arrive pas à le faire par rapport au divin. Il y a quelque chose qui est vraiment lié. Et donc, je me rends compte que dans la polarité, même si je pense qu'inconsciemment on aimerait, c'est et j'aime ce que tu dis aussi, hein, d'avoir des conversations. Aujourd'hui, j'aimerais recevoir et d'être clair par rapport à ça et d'autoriser mon conjoint aussi à recevoir et d'exprimer ce dont on a besoin de plus en plus. Oui, vraiment. Oui, c'est ça, c'est de retrouver, c'est maintenant, c'est quoi la polarité pour soi. Puis c'est ça quand les gens, ils m'approchent aussi par rapport à, OK, je veux comprendre c'est quoi le masculin, le féminin sacré. Puis c'est vraiment par rapport à toi, tu sais. c'est, c'est sûr qu'il y a des notions universelles, mais j'aime vraiment ça, voir les gens où ils sont maintenant. Puis là, ça devient abordable, justement. C'est comme, OK, bon, OK, moi, ça, ah oui, ça, c'est mon masculin sacré. Ça représente. Puis, on a des conversations, il y a des rituels, tu sais, tantriques pour avoir ces deux polarités-là en soi qui se parlent. Puis c'est extraordinaire, c'est magique. Qu'est-ce que ça crée? Parce qu'on retrouve le couple intérieur, on retrouve le Dieu, la déesse intérieure qui sont en danse amoureuse ensemble. Donc, ouais, c'est vraiment riche, ce monde de polarité. Ça peut devenir plaisant, ça peut devenir simple et agréable, tout ça. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est beaucoup de notions, puis comment, puis tout ça, mais c'est comme, des fois, c'est un peu d'accompagnement, puis, hop, tu sais, tu simplifies, puis tu fais quelques ateliers aussi. Tu sais, les ateliers, ça, c'est super parce qu'on est en groupe. Les retraites, c'est important pour l'évolution, je trouve aussi. C'est puissant, la puissance du groupe, d'avoir des témoins, une communauté qui nous reçoit dans des états de vulnérabilité. Ça transforme l'être au niveau neurologique. Alors, c'est super puissant. Ouais. Et j'aime ça revient au fait de travailler aussi d'abord soi.
sur sa polarité intérieure au lieu de, c'est ça, de se plaindre aussi de ce qui se passe dans le monde et des relations qui fonctionnent pas autour de nous, mais si on retrouve cet alignement intérieur, l'extérieur s'ajustera automatiquement aussi. Donc c'est vraiment super intéressant ce que tu partages. Et si on bascule plus vers l'aspect des chakras et des centres énergétiques et le lien avec la sexualité, c'est quoi ton exploration ou en tout cas ce que tu as à partager par rapport à ça? Je serais curieuse parce que quand tu me disais la sexualité dans tous les Oui! centres énergétiques, j'étais comme ah oui, savoir. Ah! Ben oui, j'y plonge. Mais avant, je veux juste comme encadrer ce que tu viens de dire, qui est tellement central pour le tantrisme, justement. C'est comme c'est en se transformant soi-même que l'univers se transforme. Alors ça, c'est très important. Toujours revenir à soi par rapport à qu'est-ce qui nous trigger dans le monde, oui, et par rapport à toi. Tu sais. Ça, c'est super important. Juste souligner cette belle sagesse-là. Alors, pour les chakras, oui, c'est ça, c'est intéressant parce que, tu sais, à travers chaque chakra, il y a toutes les autres chakras, il y a tous les autres niveaux de l'être. Et pour s'éveiller sensuellement dans nos chakras, réveiller le premier chakra dans chaque chakra, ben c'est juste de revenir à cette connexion-là. Puis c'est sûr il y a différents patterns qui se reproduisent dans la vie qu'on peut reconnaître là. Ah, j'ai un blocage au niveau plus de ma sensualité au niveau de mon cœur, tu sais. Fait que là, facile. Pour moi, là, c'est très taoïste aussi de travailler avec le massage des seins, avec la sensualité dans les seins, de ressentir les seins de l'intérieur, tu sais, pour soi. Fait que ça ici, c'est vraiment le cœur au niveau du deuxième chakra. Et ça, c'est important. C'est important parce on est tellement dans la connaissance, on est tellement dans les chakras supérieurs. Tu sais, tous mes clients, c'est des gens très intelligents, c'est des psychothérapeutes, des psychiatres, des gens qui ont cheminé énormément spirituellement et que c'est pas encore intégré dans le corps. Puis c'est à travers des pratiques sensuelles comme ça de se réapproprier notre sensualité à travers notre gorge, à travers notre voix, nos sons, à travers les massages, tu sais, de différentes parties du corps, à travers des ouvertures sensuelles des chakras. Ça nous permet d'intégrer plein de connaissances qu'on a, mais qui sont pas encore habitées. On n'habite pas ces connaissances-là. C'est comme si ça reste dans un nuage, tu sais, le fameux nuage. Fait que j'ai envie de dire ça par rapport au chakra parce que c'est difficile d'aller en profondeur parce que c'est vraiment du cas par cas là, puis j'ai comme pas de de filon en ce moment de plus à te donner, mais je pense que ça donne quand même une petite idée là de la direction que ça prend. Je pense que c'est ça, c'est vraiment de ressentir vraiment dans chaque, pour moi en tout cas mon chemin personnel, ça a démarré très fort dans les hautes sphères spirituelles et vraiment presque sortir du corps et vraiment retrouver cette sensualité, et donc je comprends cette énergie au final Kundalini, cette énergie créatrice qui on sent en fait la sensualité, le plaisir qui bouge à travers chacun des centres et j'ai jamais exploré vraiment le son énormément avant, mais je me rends compte à quel point aujourd'hui c'est tellement, tu sais, quand je suis stressée ou que j'ai des tensions dans le corps, juste le son, faire des sons sans pour autant bien chanter ou quoi que ce soit permet vraiment de relâcher complètement les tensions. Mais je pense que t'offres un voyage, vraiment un programme autour de ça, autour des chakras. Oui, 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 je viens juste de lancer le Temple Iris. Alors, le Temple Iris, c'est un parcours quand même fondateur de la pratique tantrique. Je travaille à travers les chakras, mais je le nomme même pas parce que je veux pas que les gens pensent, oh, je connais ça, les chakras, puis là, ça passe à autre chose parce que je vais aller beaucoup plus loin que ce qu'on a entendu parler des chakras, justement. C'est comme vraiment les chakras à travers le développement de l'enfant, de l'adulte, les différents stages de notre développement et comment ils sont interreliés aussi et l'importance justement de des fois décharger, recharger, comment faire dans le corps avec des pratiques de yoga, de danse intuitive, de méditation. Il va y avoir donc 8 temples en 3 mois. Ça commence le 10 mars et c'est un temple, le temple zéro, c'est un temple gratuit. Alors pour venir goûter, si on veut s'engager, mais ça va être vraiment, il va y avoir aussi des enseignements, il va y avoir des expériences. Ça va être un temple complet, vraiment. Donc ça va être une expérience. Il va y avoir 8 temples à travers les 3 mois. Ça se termine le 2 juin. Puis il y a 2 semaines, habituellement il y a 2 semaines entre les temples. Donc c'est vraiment entre chaque, dans le fond,
chakras, entre chaque niveau multidimensionnel de l'être, il y a 2 semaines d'intégration, mais aussi de pratique personnelle. Donc ça, je veux vraiment que les gens ont envie de vivre une immersion, dans le fond, puis de faire un travail intérieur et aussi fondateur pour comprendre comment le tantra se vit. Parce qu'il va y avoir aussi, justement, comment on utilise le tantra, comment est-ce que c'est une technologie qui peut nous servir au quotidien avec des petites pratiques simples. Mais ça fait longtemps qu'on me demande des initiations et tout ça, mais je peux pas faire ça dans une fin de semaine, même dans une semaine. Ça a besoin de semaines, de plusieurs semaines ensemble. Puis là, ben, ça va être extraordinaire. On va le faire. Puis en groupe aussi. Alors, il va y avoir des occasions pour faire des partages un peu plus profonds. Peut-être pas chaque temple, tout le monde va partager parce qu'on va être maximum 15, mais je m'attends à être à peu près une dizaine. Mais on va avoir des espaces aussi où on peut regarder le parcours, tu sais, pour pouvoir apprendre parce que j'ai beaucoup de gens qui sont déjà des thérapeutes, tu sais, puis d'inclure ça dans sa vie, mais aussi pouvoir aider les autres. Puis c'est ça, ça va être fondateur parce que je me fais demander aussi souvent un teacher training, donc une formation professorale en tantra, mouvement, danse. Alors pour moi ça va être ça va être le début de mon teacher training. Donc les gens qui vont faire ça vont avoir accès après. On va continuer. Je vais continuer d'offrir quelque chose qui est vraiment ancré pour intégrer le tantra, qui n'est pas juste comme des expériences ici et là, puis on est dépendant justement des autres pour le vivre. Parce que finalement, le tantra, c'est un art de vivre. Alors voilà, c'est le Templiris. Si vous êtes toutes bienvenues. Ça va être pour les hommes aussi, les hommes et les femmes. Alors vous êtes bienvenus, les hommes qui écoutent le programme. Et c'est sûr on va probablement être plus de femmes. Mais je dis ça, mais c'est pas vrai. Souvent, j'attire beaucoup d'hommes aussi quand c'est des trucs mixtes. Alors, ça va être certainement une médecine féminine, mais avec une structure bien claire et bien agréable, sensuelle, un petit peu érotique. Tout ce qu'on aime. Il se peut que l'épisode vous l'écoutiez qui soit un peu en retard, mais j'imagine un peu plus tard que ça. Mais de toute façon, je sais que tu as plusieurs expériences. J'ai été voir ton site web. Il y a quand même beaucoup de choses où les gens peuvent quand même plonger avec toi. J'aurais juste une dernière question pour toi, parce que je sais que tu t'organises des retraites. Puis là, il y a le programme. Puis je sais que c'est des choses qui peuvent être très intenses au niveau énergétique quand on lead des grands groupes comme ça. Je serais curieuse de savoir ce que tu fais pour rester dans ton énergie, t'assurer de pas prendre l'énergie des autres, de pas finir tes retraites complètement vidées non plus. Ou peut-être que c'est le cas, mais est-ce que tu as des choses à partager? Oui, ça va me faire plaisir. C'est vraiment important. C'est vraiment une question importante. Puis parce que je veux dire, mes amis, c'est quelque chose que je vois au quotidien, là, puis c'est pas facile. Alors, c'est important d'avoir une pratique personnelle pour énergétiquement se vider de cette énergie-là. Ça peut être de prendre une douche et de s'éclairer. Moi, j'ai une méditation que je pratique avec Golden Kali, donc la Kali dorée, qui est comme de donner un peu comme tout le noir, tout le gris, tout comme qui m'appartient pas à Kali. C'est une méditation. Et puis, éventuellement, de prendre c'est comme si elle met de l'or coulant en moi et je redeviens toute pure et dorée. Puis ça, c'est ma pratique principale. Mais il y a aussi, peut-être pas juste ça, en fait, il y a les pierres. Je porte des pierres. Pour moi, c'est une façon de me protéger et aussi de canaliser d'une façon juste qui est connectée avec l'énergie de la Terre. Et c'est aussi les énergies cosmiques. Donc, c'est ça. J'ai différentes amulettes. J'en ai des fois sur le ventre, sur le cœur, sur les mains. J'utilise les pierres. Puis aussi le copal ou, tu sais, la sauge. On utilise différentes essences comme ça d'arbres c'est ça, les feuilles de la sauge. Donc, pour la sauge, c'est pour les travaux, je trouve, plus corsés. Pour moi, en tout cas, je l'utilise quand, là, c'est difficile. Puis aussi, je vais donner du tabac à l'esprit. J'utilise le tabac aussi pour donner. Puis le copal, ça, c'est au quotidien. Le copal, c'est comme ça vient enrober comme ton aura, toute ton énergétique de paix. C'est tellement, ça clarifie, ça ramène les choses à zéro. Ça ramène au centre. Et le fait d'utiliser ces essences-là, ces encens, ça nous ramène aussi à notre sensualité, à une sensualité très terrestre que j'adore. Je trouve que ça fait du bien à tout le monde.
ça nous ramène à notre premier chakra, le nez, c'est lié au premier chakra, c'est tout ça, les odeurs, c'est la maison. Alors, d'avoir des pratiques comme ça quotidiennes avec des essences qu'on fait brûler avec la sauge ou avec le copal ou avec d'autres, là, ça me vient pas parce que ça, c'est mes outils à moi que j'utilise au quotidien. Ça fait aussi que on se garde, c'est ça, c'est comme on se ramène à la maison dans notre pratique spirituelle. Ça, on commence avec ça, puis ça commence bien le rituel, la méditation. Je pense que c'est ça, c'est vraiment de vraiment rester dans son corps, dans sa bulle, hein. Moi, j'avais tendance à, tu sais, quand t'as envie d'aller sauver le monde, sauver les autres et aller accompagner, puis au final, on sort souvent de notre corps, donc c'est ça, revenir dans son temple aussi et utiliser Kali définitivement. Puis la Kali dorée, c'est ça, j'avais pas ouais, ça peut être une très très belle pratique. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette magnifique discussion, Mahadevi, et pour ton temps. Je partagerai dans les commentaires, dans les notes de l'épisode, les liens où les gens peuvent te trouver s'ils ont envie de travailler avec toi aussi. Et donc, de ce que je comprends, c'est ça, t'es au Mexique actuellement, mais généralement, t'es plus au Québec aussi. Donc, ça peut être des choses en présentiel, en virtuel, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Je travaille beaucoup en virtuel, mais aussi en présentiel. Puis, en présentiel, souvent, ça va être un atelier par mois au Québec. Et j'ai des retraites avec Sagesse Féminine aussi, qui est un groupe, on est 3 femmes qui travaillent ensemble et qui offre une grande retraite de femmes par année. Alors ça, c'est intéressant pour les gens qui écoutent le podcast parce que c'est quand même 150 femmes. Là. L'année passée, on était 100. Là, cette année, on arrive à 150 femmes. C'est magnifique. Là. On passe 3-4 jours ensemble. Puis, c'est des grands processus. C'est la sororité à son plus beau. Pour moi, c'est magnifique, ces rassemblements. Donc, je vous invite, oui, à venir regarder. Puis, je te remercie vraiment beaucoup, Émilie, aussi, pour ton service à la communauté, aux femmes, parce que c'est tellement important d'avoir des personnes comme ça qui nous font connaître et puis aussi, qui font grandir cette sororité qu'on a tellement besoin. Donc, ça, juste ce mouvement-là, c'est déjà une guérison pour les femmes de s'entraider à grandir. Donc, merci. Merci pour cette offre. Ça m'a fait grand plaisir d'offrir aussi. Puis j'ai hâte d'en voir plus de tes offres de ton côté, puis de te rencontrer éventuellement en live. Oui, avec grand plaisir. La retraite dont tu me parles, ça me parle beaucoup, donc j'irai définitivement voir ça. Donc, merci beaucoup à toi et pour ceux qui nous écoutent, on se voit au prochain épisode. Merci d'avoir été là.